Bonjour à tous, bienvenue sur notre web TV pour cette nouvelle émission d'Histoire populaire. Vous vous souvenez que le mois dernier, nous vous avions parlé de l'avènement de la République en juin 1848 à La Réunion et le passage d'un système de domination qui était construit autour de l'esclavage à un nouveau système de domination qu'on appelait l'engagisme ou le servilisme. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire populaire sous un autre angle, à partir d'un événement traumatisant qui a été donc la peste de 1720 à Marseille. Et ce qu'on a voulu ajouter par rapport à ce que vous avez raconté jusqu'ici, c'est une dimension du métier d'historien qui est importante, qu'on appelle le comparatisme. Donc c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui en comparant la peste donc de 1720 à l'épidémie de Covid-19 qui nous a tous touchés, qui nous touche tous et toutes depuis 2019. Donc, pour moi, c'est important parce que le comparatisme, souvent, il est mal compris et il est mal appliqué. C'est-à-dire dans les logiques que j'appelle, moi, mémorielles, vous avez deux grandes tendances qui se dégagent. C'est ceux qui vous disent « Oh là là, on n'a jamais vu ça ». Vous savez, c'est un thème classique chez les journalistes dans l'actualité. Il suffit que vous ayez une catastrophe, une inondation, un incendie. Aussitôt, vous avez des gens qui répondent au micro « Oh là là, j'ai jamais vu ça depuis que je suis né ». Bon. Et vous avez l'inverse. Vous avez ceux qui vous disent « Oh là là, c'est toujours la même chose, quoi. L'histoire repasse toujours les mêmes plats ». Bon, alors évidemment, nous historiens, ça nous fait bien rigoler parce que, évidemment, nous avons appris nos classiques chez nos maîtres, qui sont des vrais savants. Je pense notamment pour moi à l'historien Marc Bloch et au sociologue Norbert Elias, qui ont expliqué comment le passé pouvait encore agir sur le présent, mais comment aussi le comparatisme permettait de montrer tout ce qui nous sépare d'une période antérieure. C'est un peu dans cette double dimension que j'ai construit cette émission. Alors évidemment, je vais m'appuyer, n'ayant pas moi-même fait des recherches sur archives concernant cette peste de 1720 à Marseille, je vais m'appuyer sur des travaux qui ont été faits par des historiennes et des historiens du XVIIIe siècle, qui ont travaillé là-dessus, et notamment je me servirai de la thèse de Fleur Beauvieux, qui a travaillé sur cette épidémie de peste à Marseille, mais dans une perspective, vous voyez, d'essayer de comprendre ce que ça avait pu transformer l'existence des classes populaires de cette ville. Et puis, comme toujours, on mobilisera des documents d'époque, des illustrations, qu'elles soient visuelles, des tableaux, il y en a eu pas mal sur cet événement, et puis aussi des récits faits par des acteurs, notamment celui du docteur Bertrand, qui a été lui-même au cœur de l'action, je dirais, pour soigner les malades de la peste et qui a raconté, disons, cet épisode d'une manière assez poignante, vous le verrez. Premier point, quand on veut aborder la question donc d'une épidémie, c'est de cette importance évidemment, c'est de savoir que ça bouleverse le lien social ordinaire. Voilà. Parce qu'une épidémie, ça vient du grec, vous savez, épidémos, qui signifie qui circule dans le peuple. Ça, c'est très intéressant comme définition. Qui circule dans le peuple? Bien oui, une épidémie, c'est un mal qui circule dans le peuple. Donc le mot circule est très important, la circulation. Donc si vous voulez, le premier point qu'on peut déjà comparer, c'est les degrés de développement de la circulation entre 1720 et aujourd'hui. Ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt la mondialisation. La peste, eh bien, d'emblée, dès le début de l'humanité, a été un mal terrible pour les gens, qui a marqué notre inconscient, notre vocabulaire. Regardez, quand on dit un pestiféré, ça reste aujourd'hui, vous voyez, un facteur de discrimination, de rejet de l'autre, de celui qui porte ce mal qui circule. Et puis, la mesure phare qui reste encore aujourd'hui et qui est ancestrale, la mise en quarantaine, l'isolement, la rupture du lien social. Tout ça, ce sont des points communs, une constante à travers le temps. Donc, là où ça change, c'est les degrés d'extension des liens d'interdépendance, de ce qu'on appelle des liens d'interdépendance qui relient donc les individus.
hein. Je pense que entre l'épidémie de peste de 1720 et l'épidémie de Covid-19 aujourd'hui, on peut les comparer en disant que c'est deux étapes dans l'histoire de la mondialisation. Parce que la mondialisation, ça n'a pas commencé il y a 20 ou 30 ans. La mondialisation, on pourrait dire qu'elle existe depuis les débuts de l'humanité, mais à des degrés différents. Et pourquoi alors cette peste a affecté Marseille en 1720 ? Eh bien, parce que Marseille, c'était un port extrêmement florissant au XVIIIe siècle, et surtout, c'était le port qui détenait le monopole du commerce avec ce qu'on appelait le Levant, on dirait aujourd'hui le Moyen-Orient, qui était une source évidemment très importante dans le commerce qui permettait le développement aussi du royaume de France. Alors on estime que cette épidémie de peste, elle a été transportée par un bateau depuis la ville de Smyrne, qu'on appelle Izmir aujourd'hui, qui est en Turquie. Et parce que dans ces contrées-là du Levant, eh bien, la peste existait quasiment à l'état endémique. Et donc, évidemment, le port de Marseille était au courant. Il y avait déjà eu auparavant des épidémies de peste. Donc, il y avait des mesures de précaution qui avaient déjà été prises, notamment la mise en quarantaine. Quand on suspectait que la peste avait été transportée, eh bien, les bateaux étaient isolés pour une quarantaine dans des îles qui étaient juste avant de débarquer dans le port. Mais la différence avec le degré de mondialisation qu'on vit nous aujourd'hui, c'est qu'au XVIIIe siècle, c'était une mondialisation qui reliait surtout des points, vous voyez, des ports très souvent, qui étaient dans le circuit de la circulation maritime surtout. C'est pour ça que cette peste, elle a affecté surtout Marseille et la Provence, mais elle n'a pas affecté l'ensemble du territoire national. Eh bien, alors que le Covid-19, d'emblée, on sait que le point de départ, c'est Wuhan, en Chine, mais d'emblée, eh bien, dès que l'épidémie s'est développée, elle a affecté le monde entier. C'est parce que la mondialisation, elle affecte quasiment tout le monde, toutes les couches de la population, que ce soit les commerçants, mais aussi les voyageurs, les ingénieurs, etc., etc. Donc, il y a des degrés extrêmement différents. C'est ce qui explique que si on compare les deux événements, dans un cas, on a surtout une affaire locale, voire régionale, disons, alors que dans notre cas, c'est une affaire nationale, je dirais même mondiale. Conséquence, eh bien, quand on compare les chiffres, on a à peu près le même nombre de morts. On estime que l'épidémie de peste en 1720 a fait 100-120 000 morts. Les chiffres, évidemment, sont à prendre avec certaines précautions pour cette époque-là, en Provence globalement, et surtout principalement à Marseille. C'est à peu près, vous savez, les chiffres que nous avons aujourd'hui par rapport aux décès en France de la Covid-19. Mais la différence, c'est que ces 100 ou 120 000 morts de 1720, ils étaient concentrés. Rien que la ville de Marseille, à elle seule, a déploré 50 000, 40 000, 50 000, 60 000 morts. La moitié de la population, puisqu'on estime qu'il y avait à peu près 100 000 habitants à Marseille. La moitié de la population a disparu à cause de cette épidémie. Alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, c'est 100-120 000 morts sur une population de 67 millions d'habitants. Et donc, ça a pour conséquence des représentations différentes de la mort. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui, eh bien, la représentation de la mort, elle est véhiculée surtout par la télévision. Sauf évidemment pour les familles qui sont touchées. Ça reste un événement extrêmement intime, présent dans le malheur des familles qui ont été touchées. Mais je dirais que pour l'ensemble de la population, l'événement, eh bien, ils l'ont vu à la télévision. C'est donc une représentation indirecte avec tous les reportages que nous avons eus le soir, avec les responsables qui nous égrenaient chaque jour le nombre de morts que l'épidémie avait fait, aussi les reportages dans les salles des hôpitaux, on voyait le manque de lits, tout le problème posé par l'absence d'oxygène. Et en 1720, eh bien, quand vous avez la moitié de la population d'une ville qui est touchée, qui meurt, c'est un événement d'une violence inouïe. Alors on a justement des descriptions de cette violence, notamment les tableaux qui ont été peints par un peintre local qui s'appelle Michel Serres et qui a peint 3 grands tableaux sur cette épidémie à laquelle lui-même a assisté puisqu'il était
commissaire général, c'est-à-dire un responsable dans un quartier de Marseille, et donc il a été confronté directement à cette épidémie. Alors, vous voyez ces tableaux, regardez ce premier tableau qui s'appelle Vue du cours pendant la peste de 1720. Ben, le cours, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cours Belzunce, hein, à Marseille. Eh bien, c'est intéressant parce que ce cours, c'était un peu une vitrine de la prospérité de Marseille à cette époque-là. C'était le symbole de l'opulence de la ville et de l'urbanisme moderne, parce que le cours, il avait été construit peu de temps avant, au XVIIe siècle, justement pour marquer un petit peu le progrès urbanistique et la richesse aussi de cette cité. Et là, eh bien, brutalement, nous le voyons transformé en un charnier infect et barbare. On peut combiner cette représentation visuelle avec des témoignages de l'époque. Je vais vous en citer un. Hein. De quel côté que l'on jette les yeux, on voit les rues toutes jonchées des deux côtés de cadavres qui s'entretouchent, et qui, étant presque tous pourris, sont hideux et effroyables à voir. Sous chaque arbre du cours, des places publiques, sous l'auvent de chaque boutique des rues du port, on voit entre ces cadavres un nombre prodigieux de pauvres malades. Les uns sont dans une langueur qui n'attend plus qu'une mort secourable. Les autres ont l'esprit troublé par l'ardeur du venin qui les consume et les dévore, implorant le secours des passants, tantôt par des plaintes touchantes, tantôt par des gémissements, et que les douleurs et la frénésie leur font pousser. Ça, voilà, vous voyez le contraste terrible, je dirais, qui oppose une épidémie quand elle touche une proportion massive de la population et quand elle apparaît quand même un petit peu diluée dans une population beaucoup plus nombreuse. Deuxième point que je voudrais soumettre à la comparaison, c'est quand vous avez une épidémie aussi violente, eh bien, ça crée une surprise extraordinaire qui bouleverse, je dirais, les représentations qu'on s'en fait. Et du coup, les dirigeants sont en porte-à-faux. Ils sont pris dans des contradictions et ils ont du mal à reconnaître leur impuissance ou leurs erreurs. Alors ça, on l'a vu, je pense que vous vous souvenez, quand la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, déclarait le 21 janvier 2020 « Notre système de santé bien préparé ». On avait des petites rumeurs sur ce qui se passait en Chine, hein. Le mal chinois, certains disaient. Ok, bon, c'est pas nous. Nous, on est bien. Nous, on a un bon système de santé. Pas de souci. Oui. Et 3 jours plus tard, elle déclarait « Les risques de propagation de la Covid sont très faibles ». Bon, quelques mois plus tard, on a vu combien ces propos étaient erronés. Et du coup, vous voyez, il y a eu un remaniement ministériel et elle a perdu son poste de ministre parce qu'on lui a reproché d'avoir retardé les mesures de protection qui s'imposaient. En 1720, on a le même phénomène, mais à une force, une gravité beaucoup plus grande. En effet, à l'époque, bon, je ne vais pas entrer dans la description de la façon dont fonctionnait l'État et le Royaume de France à cette époque-là, ce serait trop long, mais disons qu'il y avait une autonomie plus grande des villes. Marseille était un port franc grâce à Colbert, donc depuis plusieurs décennies, et vous aviez donc une ville qui était dirigée par des échevins. On appelait des échevins, c'est eux qui jouaient le rôle principal. Notamment le principal d'entre eux qui s'appelait Jean-Baptiste Estel. Et Jean-Baptiste Estel va nier farouchement qu'il s'agit d'une épidémie de peste pendant plusieurs mois. Alors, pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y avait pas eu d'épidémie de peste massive à Marseille depuis 70 ans. Hein. Il y avait ce système de protection dont je vous parlais tout à l'heure, la mise en quarantaine, les gens considéraient que c'était suffisant, que ça avait fait ses preuves. Mais d'autre part, il y avait aussi un intérêt personnel, parce que ces échevins de Marseille, c'était souvent eux-mêmes des négociants, des commerçants, qui avaient des intérêts. Et Estel lui-même avait dans ce bateau qui a transporté la peste, il y avait une cargaison qui lui appartenait. Donc il avait peur qu'on l'accuse d'avoir été finalement quelque part complice. Donc il va nier constamment qu'il s'agit de la peste. Et aussi, il y avait une confusion des pouvoirs à l'époque. Les échevins, donc ceux qui dirigeaient la ville, c'était aussi ceux qui dirigeaient le bureau de santé et la chambre de commerce. Donc vous voyez, les 3 instances dirigeantes de la ville se conjuguaient pour nier le phénomène. Autre facteur économique, celui-là, c'est qu'il
il craignait la concurrence, parce que oui, Marseille se développait, mais ce n'était pas le seul port actif à l'époque. Notamment, il y avait d'autres ports sur la Méditerranée, comme Gênes. Les manières de se faire concurrence, c'est que les concurrents diffusaient des bruits en disant n'allez pas là-bas, il y a la peste. Vous voyez. Donc, il y avait cette crainte que finalement, ce bruit sur le développement de la peste vienne des concurrents et que ça bloque le commerce en direction de Marseille. Voilà pourquoi, eh bien, dans un premier temps, les cadavres étaient enterrés de nuit pour ne pas justement que le bruit se répande dans la population. Et ce trouble, évidemment, il va affecter le monde médical. Alors, il faut bien dire qu'en 1720, évidemment, la médecine était moins développée qu'aujourd'hui et qu'il y avait aussi à l'époque beaucoup d'épidémies qui touchaient les classes populaires, ce qu'on appelait des fièvres malignes, et qu'il n'était pas évident par des tests de savoir quelle était la nature de l'épidémie. Mais il y a eu là un clivage qui s'est développé, notamment entre les médecins et les chirurgiens de la ville qui étaient en lien avec le pouvoir municipal et qui eux-mêmes colportaient l'idée que ce n'était pas la peste, et puis d'autres qui, au contraire, très vite se sont rendus compte qu'il s'agissait de la peste, et donc il y a un conflit interne. Mais ce conflit interne a été aggravé par l'intervention du pouvoir central, c'est-à-dire de la royauté. À l'époque, alors je dis dans 2 mots, Louis XIV était mort en 1715, mais Louis XV était encore enfant, donc il y a on appelle une régence exercée par le prince Philippe d'Orléans. Et donc, c'est le médecin personnel du prince, du régent, qui s'appelait Pierre Chirac, qui va intervenir à distance, il ne va pas venir sur place pour voir exactement de quoi il retournait, et qui va conclure qu'il ne s'agit pas de la peste. Pierre Chirac, donc le médecin personnel du régent, va nier le fait qu'il s'agisse de la peste en disant que cette maladie n'était en gros qu'une fièvre maligne très ordinaire causée par les mauvaises nourritures du petit peuple de Marseille. Voilà. Alors vous voyez comment ici les préjugés de classe, on pourrait dire, viennent perturber le jugement et cautionner finalement le point de vue de la classe dominante des échevins, des marchands, des commerçants de la ville de Marseille. Cette espèce de crise interne au monde des médecins en 1720, on l'a vécu aussi, vous vous souvenez sans doute, avec l'épidémie de Covid, notamment à Marseille, puisque vous vous souvenez que le professeur Raoult a défrayé la chronique en disant qu'il avait trouvé finalement le remède miracle avec la chloroquine. Et ça a suscité de très nombreuses polémiques et finalement, on a vu que ce remède miracle n'était pas si miraculeux que cela. Alors c'est aussi une forme de tension qui illustre, lorsqu'on a une épidémie comme ça, il y a forcément des contradictions qui surgissent à tous les niveaux. Une fois que le caractère massif de cette épidémie est reconnu, qu'une fois que les dirigeants sont obligés de l'admettre, alors là, changement de ton. On passe à un discours martial. On passe à l'idée qu'il faut intervenir de façon brutale et imposer une discipline. Je pense que vous vous souvenez tous du discours de notre président de la République, le 16 mars 2020, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ce discours martial, il a été présenté à tous les Français pour justifier des mesures coercitives. Ce nous sommes en guerre, on le retrouve aussi en 1720. Face à l'incurie des échevins, face à leur incapacité à endiguer l'épidémie, c'est le pouvoir central, le pouvoir royal, donc le régent, qui décide d'intervenir. Et c'est la première fois que ça se produit à Marseille pour réguler, pour essayer de solutionner une épidémie. Le pouvoir central va nommer des commandants militaires dans chacune des villes infectées et en même temps on va créer un conseil de santé auprès du régent. Donc on voit là le parallèle avec ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque dans le même temps où le président Macron donc déclarait l'état de guerre contre cette épidémie, il créait un conseil scientifique, vous savez, qui était chargé d'orienter le pouvoir, mais aussi de justifier les décisions qui étaient prises.
Donc, on passe à une autre phase qui est la mise en œuvre du confinement. Dans les deux cas, on voit qu'il y a toute une hiérarchie d'événements, confinement strict pour 2020, puis après confinement allégé, couvre-feu, fermeture des bars, des lieux de spectacle, interdiction des rassemblements, fermeture des frontières. Eh bien, en 1720, ça va être encore beaucoup plus radical, puisque là, il y a une fermeture des frontières de la ville. Un véritable blocus va isoler Marseille du reste de la Provence et du royaume. Alors, vous avez une carte là que vous a choisie qui montre bien, vous voyez, les différents points. Il y avait 89 postes qui étaient chargés de surveiller les déplacements, 332 soldats, 280 paysans, et donc cette barrière-là va strictement confiner les gens chez eux. Ce qui frappe quand on regarde l'épidémie de 1720, c'est l'ampleur du dispositif militaire qui va être déployé. On va envoyer des régiments entiers pour appliquer les mesures. Donc dans les deux cas, vous avez une intervention des forces de police et militaires, disons, pour faire appliquer la loi, et ça va aboutir à des procédures, on pourrait dire bureaucratiques, d'identification des personnes. Parce que oui, lorsque vous voulez réguler une épidémie, mettre en œuvre les mesures de confinement, vous devez pouvoir identifier qui est malade et qui n'est pas malade, qui est vivant et qui est mort. On l'a vu en 2020, vous avez eu toute une série de mesures, notamment les autorisations, vous savez, qui étaient données, qui a le droit de se déplacer, jusqu'où, comment, etc. Donc, beaucoup de gens se sont plaints, je dirais, de cette bureaucratie parfois kafkaïenne, étant donné le nombre de cas différents qui étaient envisagés. Ça aboutit aussi à construire des catégories de personnes. Les porteurs sains, comme on a dit, ou les personnes avec des situations de comorbidité. Vous voyez, toute une série de catégories nouvelles se mettent en place et créent donc des distinctions au sein de la population. Ça, c'est encore plus flagrant en 1720, où, d'une part, on a là un embryon des technologies d'identification avec des papiers d'identité qui se développeront après. C'est, par exemple, l'obligation faite aux hôteliers de tenir des registres à jour pour enregistrer les entrées et les sorties. C'est la mise en place des passeports de santé. Vous voyez comment cette peste 1720, elle joue aussi un rôle dans la genèse des procédures qui sont aujourd'hui banalisées, je dirais. Vous avez aussi des moyens plus traditionnels, plus stigmatisants aussi. Par exemple, on mettait une croix rouge sur les maisons de Marseille qui étaient infectées et une croix blanche quand l'infection avait disparu. C'était souvent parce que les personnes étaient mortes. Le paroxysme de l'épidémie à Marseille, c'est septembre 1720. On a là 1000 morts environ par jour. Donc les corps sont entassés les uns sur les autres, à tel point qu'on ne sait même plus qui est vivant, qui est mort. Là, on touche aux logiques d'identification, je dirais, à leur comble, puisque c'est le tranché entre la vie et la mort. Et dans les fouilles qui ont été faites récemment pour retrouver ces cadavres, vous savez, il y a eu des fosses communes où ont été enterrés les gens, et aujourd'hui, les archéologues peuvent les retrouver. Ils ont retrouvé des cadavres avec des aiguilles plantées dans différentes parties du corps, et ces aiguilles servaient à voir si la personne était vivante ou si elle était morte. Donc, vous voyez, l'horreur, là, atteint son comble. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est, la troisième partie, comment les gens, notamment les gens du peuple, peuvent s'adapter à des situations aussi tragiques. Parmi les points communs, il y a le fait qu'une épidémie comme ça révèle les inégalités sociales. Et en même temps, elle les aggrave. Souvenez-vous du président Emmanuel Macron, qui, au début de son mandat, avant donc l'épidémie de Covid et avant l'épisode Gilets jaunes également, nous parlait des premiers de cordée. Les premiers de cordée, ça voulait dire que, les bac plus 5, les élites, les gouvernants, c'était eux qui devaient montrer l'exemple, qui dirigeaient, je dirais, qui conseillaient, et que le peuple pouvait suivre ensuite dans la bonne voie qui était indiquée par les citoyens les plus éclairés du pays. Et oui, mais lorsque l'épidémie de Covid est arrivée, ce n'est pas les premiers de cordée qui ont été aux premières loges, c'est les derniers de cordée, dans la logique
la vision du monde de ces élites-là. C'est-à-dire, c'est les travailleurs, oui, c'est les travailleurs, on l'a vu. Hein, on a vu justement le rôle des soignants, essentiel, parce qu'il fallait bien qu'ils soient au contact des malades. Et cet hôpital public qu'on avait délaissé, qu'on avait maltraité, on pourrait même dire, en supprimant des postes, des moyens, etc., s'est révélé le lieu de résistance principal. Et on a vu cette espèce de... Alors d'un côté, on peut l'admettre, hein, mais d'un autre côté, quand même, c'est un peu hypocrite. Après avoir décrié l'hôpital, vous aviez tous les soirs à 20h le rituel des applaudissements des soignants. Je pourrais parler aussi de tous les gens qui étaient chargés du ravitaillement, qui continuaient à travailler pour que nous puissions manger, vivre, etc. Donc il y a aussi toute une série de couches populaires qui ont été directement au cœur du processus. Eh bien, c'est exactement la même chose qui s'est produite en 1720, toujours à un degré d'intensité beaucoup plus grande. Et je vous parlais au début de la thèse de Fleur Beauvieux, elle souligne une contradiction tout à fait centrale. C'est, d'un côté, on a les élites, c'est-à-dire les échevins, qui étaient responsables de l'épidémie, parce qu'ils avaient nié le fait que c'était la peste. Mais de l'autre côté, qui est-ce qui a été au cœur du processus? Qui est-ce qui a permis non seulement qu'on soigne un certain nombre de gens, mais qu'on enterre des cadavres, qu'on déblaye les rues? Eh bien, ce sont les derniers de cordée. Alors là, je peux dire les derniers des derniers des derniers. On a été chercher les galériens. Parce qu'à Marseille, il y avait une ville dans la ville, ce qu'on appelait carrément une ville dans la ville, où on avait créé un espace où étaient cloîtrés tous ceux qui avaient été condamnés aux galères. Et comme personne ne voulait évidemment être en contact avec des pestiférés, eh bien, on a obligé les galériens à faire ce travail. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que dès que l'épidémie s'est déclarée, tous ceux qui pouvaient, et notamment les classes supérieures, ont fui la ville. Il y a une sorte de désertion de la ville. Et donc, la plupart des administrations habituelles ne fonctionnaient plus, parce que les gens étaient partis. Il y a eu tout un travail de l'armée, d'ailleurs, du commandement militaire, pour obliger les gens à revenir dans la ville. Mais même ceux qui étaient restés, mais ils ne voulaient pas s'occuper des malades. Et donc, on a obligé les galériens, les forçats, comme on disait à l'époque, et aussi un certain nombre de paysans qui vivaient à l'extérieur de la ville, qu'on appelait le terroir, qui entourait la ville et qui alimentait la ville, eh bien, on les a obligés donc à faire ce travail. Regardez, vous voyez, sur le tableau, on le voit bien, ce sont des galériens, vous voyez, ils n'ont aucune protection. Ils ne portent même pas le costume classique qui est un peu symbolique des situations de peste. Pas de masque, ils sont à main nue, à demi nus même, pour porter ces brancards. Alors ces inégalités, là je les ai présentées dans leur côté le plus dramatique, le plus extrême, mais elles se retrouvent aussi à d'autres niveaux. Les élites en 1720, eh bien les bourgeois, les nobles, ils avaient des résidences secondaires qu'on appelait des bastides. Et la plupart d'entre eux se sont repliés dans leurs bastides, donc à l'extérieur de la ville, et ils ont demandé à leurs domestiques eh bien, d'aller au feu, je dirais, d'aller au contact de l'épidémie pour se ravitailler, voyez. Mais du coup, bien, parmi les suspects qui étaient mal vus, qui étaient observés par la police d'une manière insistante, eh bien, c'était ces personnes, ces domestiques, parce que c'était eux qui étaient en contact, voyez. Donc non seulement ils exposaient leur vie, mais en même temps, ils étaient particulièrement suspectés. Bon, alors, on a vu aussi en 2020 que la situation s'était reproduite entre ceux qui avaient le privilège d'avoir des résidences secondaires et qui avaient vécu le confinement relativement à l'écart des encombrements et de l'enfermement des villes, et les pauvres qui, eux, vivaient dans des appartements exigus avec leurs enfants, etc., etc. Donc on voit bien que ça révèle aussi, et ça aggrave, des inégalités. Autre problème, c'est qu'il faut savoir que en 1720, les classes populaires vivaient beaucoup dehors. L'habitat, au XVIIIe siècle, n'est pas fermé sur lui-même. Il débouche sur l'espace public local. La courée, la rue, le quartier. Et c'est l'enfermement, ce dont on le plus souffert des gens, c'est cette fermeture-là. Parce que du coup, il n'était plus possible de communiquer donc avec la rue comme on le faisait habituellement. Tout cela explique, vous comprenez bien où je voulais en venir, qu'il y a des résistances. Lorsque vous êtes face à une épidémie qui est aussi violente,
qui fait autant de victimes, qui révèle d'une manière aussi flagrante les inégalités sociales, il est évident que ça aboutit à des résistances. Les premières qu'on peut distinguer, ce sont les résistances collectives. Donc, récemment, lors de l'épidémie de la Covid-19, eh bien, les formes de résistance collective, on les a eues tout récemment, d'ailleurs, par exemple, avec les manifestations contre le pass sanitaire, la mise en place du pass sanitaire. On a eu plusieurs milliers de personnes qui ont protesté contre ces atteintes à leur liberté. J'y reviendrai en conclusion de cette émission. Mais voilà, en 1720, on a eu des émeutes, parfois violentes, notamment à Arles, qui ont entraîné plusieurs milliers de personnes qui se sont mobilisées. À Marseille, il y a eu une seule émeute collective en août 1720, lorsque la conséquence de la fermeture du blocus de la ville fait que les boulangers n'étaient plus ravitaillés en blé. Donc, ils ne pouvaient plus fabriquer du pain. Donc, ça a occasionné une disette, et c'est cette disette qui a provoqué une émeute qui a été assez rapidement calmée, mais qui a créé dans l'inconscient des élites la crainte de la révolte. C'est ce bruit qui se répand, ce murmure de mécontentement qui est perçu comme une menace. Donc ça, c'est extrêmement important. Comment obliger des gens à s'exposer à une mort quasiment certaine. Donc là, on a l'inquiétude et la difficulté des élites à obliger, à contraindre les forçats à faire ce travail. Et vous avez cette résistance des forçats qui est très bien exprimée dans une lettre écrite par le procureur du roi au moment où ils imploraient le pouvoir central pour qu'on les alimente en forçat. C'est à ce degré-là de difficulté pour les élites. Personne ne veut ni recevoir, ni approcher, ni communiquer avec des forçats corbeaux de pestiférés. On les appelait les corbeaux, tous ceux qui étaient chargés de s'occuper des pestiférés. Il faut être jour et nuit à les garder à vue. Ils pillent et volent dans toutes les maisons où ils vont prendre les morts. Et ne sachant ni atteler les tombereaux, ni les conduire, ils les renversent à tout moment, les brisent avec les harnais et tout ce qui en dépend, sans qu'on puisse les faire raccommoder, parce qu'on n'a ni charron, ni cellier, ni bridier. Personne ne veut plus toucher à des choses qui sont infectées et demeurer supplanté dans un travail le plus pressant qui puisse jamais être et qu'ils affectent de faire avec une lenteur et une mollesse qui fait enrager. Vous voyez, résistance passive. La résistance passive, c'est oui, on est obligé de le faire, mais on fait tout pour saboter le boulot ou le faire le moins rapidement possible pour être le moins exposé à la mort. Donc ça, c'est une résistance très importante, mais la résistance va pouvoir aussi prendre des formes écrites. Alors là, on a retrouvé des documents intéressants qui sont des poèmes qui ont été anonymes. On ne sait pas qui les a écrits, donc par des gens qui maniaient quand même déjà bien la langue française, et on va pouvoir regarder ensemble, je dirais, ces poèmes de lutte. Ils sont centrés contre ce qui paraissait comme une injustice flagrante, c'était que le principal responsable de l'épidémie, qui était cet échevin qui s'appelait Estelle, eh bien, finalement, personne ne l'avait inquiété. Lui est passé entre les gouttes, il a même été récompensé, vous allez voir. Vous voyez ces mots très forts, inhumain, scélérat, fatal auteur, avare marchand, au sang impur. Ce sont des expressions péjoratives qui montrent du doigt celui qui était considéré comme le principal auteur de l'épidémie. Et je dirais, la colère populaire sera d'autant plus grande que non seulement Estelle ne sera pas condamné, mais il va être anobli par le roi, donc, suite à son action pendant la peste, et on va lui octroyer la croix de Saint-Michel. Je dirais aujourd'hui la Légion d'honneur. Alors ça va générer un autre poème. Vous voyez, là aussi, il y a une menace qui latente, qui ne peut pas s'exprimer publiquement, mais la colère du peuple, elle ne disparaît pas. Cet exemple marseillais, on va le retrouver à des tas de niveaux en France. Et quand on parle d'échafaud, vous voyez, qu'est-ce qui se prépare? Nous sommes là, quoi, 60 ans, 70 ans avant la Révolution française. Mais vous voyez, il y a une accumulation quand même de la colère populaire dont on a une trace ici par rapport à cette épidémie de peste.
même si la colère n'a pas pu s'exprimer autant qu'elle aurait dû, elle aurait pu, eh bien, dans une épidémie comme celle-ci, le fait même que ça touche tout le monde crée l'obligation pour les élites de faire des concessions. Parce que c'est ça qui est intéressant, enfin important dans une épidémie. Le mal circule. Hein, le mal circule et toutes les classes sociales craignent pour leur vie. Donc on a vu en 2020 pour l'épidémie de Covid qu'on avait un pouvoir politique qui était libéral, qui adoptait la philosophie du néolibéralisme, vous savez, la théorie du ruissellement. Eh bien, diminuons les impôts, enrichissons les plus riches, et puis il y aura le ruissellement, c'est-à-dire l'argent va circuler dans toutes les couches de la société. Eh bien, toutes les statistiques ont montré que c'était faux, que ça aggravait les inégalités. Mais vous aviez un discours qui était aussi celui du président de la République au début de son mandat, vous vous souvenez peut-être, j'ai pas d'argent magique. Aussi le pognon de dingue que coûteraient les aides sociales. Bon, eh bien, brutalement, comme par magie, l'épidémie de la Covid-19 a entraîné un changement de discours. L'argent est devenu magique. On a trouvé de l'argent, le déficit public s'est aggravé, on a eu des milliards qui sont tombés comme ça pour créer des formes d'aide, je dirais, l'indemnisation du chômage partiel, etc., etc. Et cet État social, cet État-providence qui avait été attaqué constamment depuis les années 80, il a été réhabilité. Et on a eu un nouveau discours qui disait, oui, il faut réinvestir dans la protection sociale, il faut redonner de l'argent à l'hôpital, il faut rapatrier en France la production d'un certain nombre de biens. On a eu des formes comparables en 1720, liées donc à la crainte qu'avaient les élites d'être elles-mêmes condamnées. Au XVIIIe siècle, les gens étaient encore très croyants, donc le rôle de l'Église était très important. Donc on a eu l'évêque Belzunce, que vous voyez là sur ce tableau. Il a écrit une lettre qui a marqué l'opinion, dans laquelle il dit que cette épidémie, c'était une punition de Dieu. Hein. Vous voyez, il y a cette réhabilitation d'un des messages de la Bible, je dirais, qui est de lutter contre l'extrême richesse. Et ça a eu un effet au sens où il y a une exhortation au don. Donc, les riches, eh bien, ont pratiqué plus généreusement qu'à l'accoutumée la charité pour subvenir aux besoins des plus pauvres. Mais évidemment, ça n'a pas suffi. Et donc il y a une pression de l'opinion publique aussi à l'époque pour avoir davantage de médecins. Et ça aussi, on l'a vu en 2020 par rapport au recrutement des infirmières, par rapport aussi au soutien qui a été apporté au personnel hospitalier. Eh bien, pareil, en 1720, on estime qu'il y avait à peu près 50 médecins, chirurgiens dans la ville de Marseille. En 1722, ils sont plus de 200. On a recruté des médecins, il y a eu des appels qui ont été faits. Ça n'a pas été forcément facile parce que venir à Marseille pour soigner les pestiférés, évidemment, on risquait sa vie. Mais on a accordé des rémunérations très avantageuses, des avantages, et donc on a eu un certain nombre de gens qui ont accepté de venir, et on a eu un réseau de soins qui s'est installé avec la création d'un grand nombre d'hôpitaux de la peste. Vous avez sur cette carte cette espèce de réseau d'hôpitaux qui s'est mis en place et qui a permis d'accorder souvent les derniers soins aux pestiférés. Et pour terminer, je voudrais donc aborder finalement les enjeux de mémoire. Qu'est-ce qui reste d'une épidémie qui a traumatisé les gens à un tel degré ? Ce sur quoi je voudrais insister, c'est là encore sur les inégalités mémorielles. Bon, je ne sais pas exactement ce que la postérité retiendra de l'épidémie de la Covid-19 telle qu'on l'a vécue en France, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1720, eh bien, c'est pas les vrais héros populaires qui ont été les plus retenus par la mémoire collective. C'est plutôt ceux d'en haut. Je vous ai parlé de l'échevin Estelle qui a été anobli, est consacré comme grand héros de cette épidémie alors qu'il en était le principal responsable, eh bien, regardez les tableaux. Quels sont les personnages dont on retient le nom? L'évêque Belzunce, on a même donné son nom au cours Belzunce d'aujourd'hui. Le chevalier rose aussi, qui était donc un personnage issu des classes privilégiées, qui, parce qu'il a dirigé le travail des
des galériens, mais aucun nom de galérien ne nous est parvenu jusqu'aujourd'hui. Regardez le nom des rues à Marseille, Belzins, Rose, Langeron, etc. sont des noms donc de personnes qui appartenaient aux élites. Alors, quelle trace on a aujourd'hui de ceux d'en bas, des héros anonymes qui ont aidé à soigner ou alors au moins à évacuer les morts pour les enterrer? Eh bien, oui, on a une trace. Les traces, on les retrouve dans les fosses communes. Et c'est, je vous le disais tout à l'heure, les archéologues aujourd'hui qui fouillent ces fosses, notamment celle qui est près du couvent de l'Observatoire, eh bien, des archives, ce qu'on appelle les archives biologiques qui permettent de retrouver des cadavres et donc la preuve que, oui, tous ces gens-là ont bien existé. Alors, la philosophie qu'on peut tirer de ce comparatisme, c'est évidemment point commun, différence. Point commun, bon, j'y ai insisté, c'est qu'une épidémie révèle l'ampleur du trouble qui peut se développer dans une société, qui peuvent révéler les limites de ceux qui se croient tout puissants, tout savants et qui pensent maîtriser une situation et qui, à l'expérience, on s'aperçoit qu'ils ne maîtrisent pas grand-chose. Bon, ça révèle aussi les inégalités, on l'a vu, mais avec des sociétés qui elles-mêmes sont très différentes, évidemment. Les progrès de la médecine permettent aujourd'hui de juguler une épidémie comme celle de la Covid-19, parce qu'on a des tests, parce qu'on a des moyens donc d'identifier très précisément, et même si on n'a pas, il a fallu attendre quand même un moment pour trouver le vaccin. Aujourd'hui, donc, on a des vaccins. Alors qu'à l'époque, eh bien, il fallait que l'épidémie se résolve d'elle-même, quasiment. Du fait qu'au bout d'un moment, eh bien, lorsqu'on avait bien appliqué le confinement, l'épidémie finissait par s'arrêter. Autre différence, évidemment, l'extraordinaire différence de richesse. Le rôle de l'État aussi, qui au XVIIIe siècle, c'était surtout un État répressif. Aujourd'hui, on a l'État social, l'État-providence, comme on dit, qui joue un rôle différent. Ceci dit, là, je me suis concentré sur la France, évidemment. La France, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Mais cette situation terrible qu'ont vécu les Français au XVIIIe siècle, il faut savoir qu'on peut la retrouver aujourd'hui dans d'autres pays du monde. N'oublions pas que l'épidémie de la Covid-19 a touché le monde entier, et notamment les pays les plus pauvres, où là, évidemment, eh bien, les moyens pour protéger les gens, les moyens de masques, les moyens en termes aujourd'hui de vaccins sont incomparables. Et nous devons toujours penser à la dimension mondiale d'une épidémie et nous souvenir qu'aujourd'hui, dans un très grand nombre de pays, eh bien, c'est la pénurie de vaccins qui crée un nombre de morts beaucoup plus important que celui que nous avons en France. Alors, je voudrais terminer par ce débat récent qui s'est développé par rapport à l'obligation pour les soignants de se vacciner et aussi par le pass sanitaire qu'on va imposer pour avoir la possibilité d'accéder à certains lieux. Il y a eu des comparaisons, notamment sur les réseaux sociaux, absolument inadmissibles, qu'il faut condamner, mais aussi qu'il faut expliquer en tant qu'historien. C'est ceux qui ont pu comparer le pass sanitaire à l'étoile jaune, qui a été imposé, vous le savez, aux Juifs. Là, on a, je dirais, d'un point de vue scientifique, une ignorance des différences dans les procédures d'identification. C'est-à-dire, vous avez deux grandes logiques d'identification. Une logique qui est une logique des États réactionnaires, totalitaires, qui existaient en France pendant longtemps, puisqu'on sait que la stigmatisation des Juifs par des signes physiques visibles, elle est très ancienne. Eh bien, là, c'est une logique visant à exclure une catégorie de population qu'on veut discriminer, qu'on veut voir éliminer. L'étoile jaune, c'était une mesure pour identifier les Juifs qui précédait la déportation, l'extermination. Donc, c'est un signe informant d'exclusion à des fins répressives d'une population. Alors que le pass sanitaire, ça s'inscrit dans des logiques d'identification qui se sont développées avec les États démocratiques. La démocratie, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. La liberté commence là où s'arrête celle des autres, nous dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc il faut faire attention à un discours sur la liberté qui peut être très réactionnaire. On a vu aussi aux États-Unis, avec Trump par exemple, les gens qui ne voulaient pas accepter les mesures de confinement, c'était ceux qui votaient Trump. Et c'est cette notion réactionnaire de la liberté où je peux faire, moi, ce que je veux. Mais en même temps, évidemment, ça pose aussi un problème.
faut pas le nier. Mais ce problème, il a évolué, il s'est transformé. Et nous devons donc réfléchir, être, je dirais, en tant que citoyens concernés par peut-être les nouvelles formes d'atteinte aux libertés individuelles que peuvent générer les nouvelles procédures d'identification. Aujourd'hui, avec Internet, les capacités que les puissants ont de nous identifier, mais pas seulement l'État. Aujourd'hui, les principales formes d'identification, elles vont venir des entreprises privées. Le pass sanitaire, vous voyez, il entre dans ces logiques. C'est un moyen qu'une société se donne pour aussi juguler la diffusion de l'épidémie et qui peut contraindre des gens, oui, à faire des choix qui ne leur plaisent pas, mais qui peuvent être justifiés. Donc il faut, là, à ce niveau, vous voyez, prendre ça comme un chantier de réflexion plutôt que comme ça d'asséner des jugements moraux en s'appuyant sur l'histoire, souvent une histoire qui est très mal connue et qui relève des logiques mémorielles que je critiquais au départ. Vous voyez, donc une émission comme celle-ci, voilà, elle nous amène aussi à enrichir le débat, la discussion. C'est ce que j'espère qu'en tout cas nous pourrons faire avec vous par la suite. Alors je voulais terminer en vous disant quand même que finalement, ces émissions, ça représente pour nous une ampleur de travail bien plus grande qu'on ne le pensait au départ, parce qu'on fait ça avec de petits moyens, bénévolement, et que nous ne sommes pas sûrs, donc dans la suite, que nous pourrons satisfaire le programme qu'on avait fixé au départ d'une émission par mois, parce que là, après l'été, on va recommencer nos conférences théâtralisées, gesticulées, nos interventions un peu partout en France, et donc le temps va peut-être nous manquer. Donc peut-être, c'est pas sûr, on va essayer, mais peut-être que par la suite, eh bien, on ne tiendra plus le calendrier mensuel, mais qu'on fera un nombre d'émissions qui seront un peu plus étalées dans le temps, toujours avec le même fil conducteur, mais voilà, avec davantage de temps pour pouvoir bien remplir notre programme. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois. Eh bien, maintenant, comme chaque mois, nous allons passer à notre rubrique livres et initiatives, toujours dans l'esprit donc de valoriser ce qui relève de l'histoire populaire. Et là, aujourd'hui, évidemment, on a privilégié des écrits concernant l'histoire des épidémies, notamment de la peste. Alors, exceptionnellement, je vais commencer par un article de Fleur Beauvieux, puisque nous nous sommes beaucoup servi de sa thèse, que cette thèse n'est pas publiée. Eh bien, on vous renvoie à l'article publié dans le magazine L'Histoire, qui s'appelle « Marseille en quarantaine, la peste de 1720 ». Donc c'est le numéro de mai 2020, où vous trouverez en concentré les différents aspects de cette épidémie. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous dire quelques mots sur une autre histoire populaire, l'histoire populaire de Bretagne. Et oui, finalement, l'histoire populaire, vous voyez, eh bien, se développe aujourd'hui dans différentes villes, différentes régions de France. Et donc, je voulais saluer l'initiative de plusieurs de mes collègues, Alain Croix, Thierry Guidet, Gwenaël Guillaume et Didier Guivarch, qui ont publié donc cette magnifique histoire populaire de la Bretagne, dans laquelle il y a une partie qui est consacrée aux épidémies de peste qui ont ravagé la région entre 1560 et 1640. Et c'est un peu un mystère, pourquoi la peste a-t-elle disparu ou fortement régressé à partir de 1640, question qui est posée dans le livre, mais ce qui est important, c'est justement cette période, ce siècle, vous voyez, milieu du XVIe, milieu du XVIIe, où la peste régnait de façon endémique, surtout dans les milieux populaires, parce qu'elle était aggravée par la sous-alimentation. Et ce qui est intéressant, j'ai trouvé en lisant cet ouvrage, c'est le parallélisme qu'on peut faire avec ce qu'on vous a présenté tout à l'heure à propos de Marseille, c'est-à-dire que les inégalités sociales, les riches qui fuient la ville, qui fuit les hôpitaux, on a rassemblé les pauvres, les mesures qui sont prises un peu bizarres, comme par exemple chasser le mauvais air en faisant de grands feux, les réactions aussi des dominants qui, constatant que leur vie peut être aussi en danger, eh bien, tout à coup trouvent de l'argent magique, on pourrait dire, notamment les magistrats de la ville de Rennes, qui vont consacrer 85% du budget de l'année pour lutter contre l'épidémie. En 1626,
1627. Donc on retrouve, vous voyez, là, un certain nombre d'éléments communs entre la peste de Marseille de 1720 et ces épisodes antérieurs de peste qui concernaient surtout le XVIIe siècle et qui permettent donc d'élargir un petit peu la problématique au-delà du cas marseillais et provençal. Alors, maintenant, je voudrais aussi aborder un ouvrage qui s'est efforcé de faire le lien entre les épidémies historiques depuis le Moyen-Âge et l'épidémie récente du Covid-19. C'est un livre publié par Sofiane Boudiba, qui est un démographe tunisien très réputé, et donc son livre s'appelle Covid-19, le retour de la peste. Il a été publié chez l'Harmattan. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre encore là le côté répétitif des épidémies. J'ai tenté de l'expliquer en vous disant, bah oui, il y a une rupture du lien social. Le lien social, c'est fondamental dans toutes les sociétés humaines. Donc c'est pas étonnant que quand il y a une rupture du lien social, on puisse retrouver des réflexes comparables. Alors, point commun dans les modes de transmission du virus ou des miasmes, point commun dans les stratégies adoptées de fermeture, d'enfermement, de quarantaine, et aussi dans les réactions de la population qui peuvent être contrastées, voire contradictoires. Un point important de cet ouvrage, c'est que l'auteur le dédie au docteur Li Wenliang. Vous savez, vous vous souvenez peut-être, ce jeune médecin chinois de l'hôpital central de Wuhan, là où a débuté l'épidémie, et qui avait été le premier à tirer la sonnette d'alarme en soulignant l'ampleur et la gravité de cette épidémie, et qu'il a payé finalement de sa vie, puisque lui-même en est mort. Voilà, c'est un ouvrage, je trouve, intéressant, qui s'inscrit un peu dans la perspective qu'on a essayé nous-mêmes de développer, de montrer le lien entre le passé et le présent, mais aussi les différences. Et pour terminer cette rubrique livre, eh bien, je voudrais dire quand même un mot d'un roman, du roman d'Albert Camus, qui s'appelle La peste, mondialement connu, vous le savez, qui a été écrit entre 1942 et 1946. Et évidemment, la conjoncture, le contexte n'est pas indifférent. Et je renvoie tous ceux qui aujourd'hui comparent le pass sanitaire à l'étoile jaune, je les renvoie à ce roman, parce que c'est un roman de la résistance contre les nazis qui avaient imposé l'étoile jaune aux Juifs. Donc Camus dit d'ailleurs dans sa correspondance qu'il s'est documenté aussi historiquement, à la fois sur le plan historique et médical, sur la peste. Et donc il nous décrit un épisode de la peste qui s'est passé à Oran, donc il situe son action à Oran, et on voit comme ça donc les effets de la peste, et notamment cette question de l'enfermement, donc l'enfermement, la privation de liberté, et comment se comportent les différents individus face à ce fléau. Et évidemment, le mot peste ici n'est pas innocent, puisque, et il le dira d'ailleurs lui-même dans les commentaires par la suite, eh bien, ça évoque ce qu'on appelait à l'époque la peste brune. La peste brune, eh bien évidemment, c'est le nazisme. Donc il y a un roman qui connaîtra une très grande célébrité et qui contribuera au fait que Albert Camus obtienne le prix Nobel en 1957. Et donc je crois que ce n'est pas inutile de relire ce document avec en perspective ce problème enfermement-liberté. Voilà. Pour terminer, comme on le fait aussi chaque mois, je voudrais évoquer une initiative qui a été prise par des enseignants d'histoire-géographie. Vous voyez, comme on l'avait fait le mois dernier à propos d'Amiens. Là, il s'agit d'une initiative prise par Cédric Morin, qui est professeur d'histoire-géographie au lycée Condorcet à Saint-Maur-des-Fossés, qui a travaillé avec un auteur dramatique qui s'appelle Mario Battista pour organiser un atelier d'écriture sur la Commune de Paris, dont nous avons parlé au mois de mai, avec des élèves de première. Et cette initiative a été prise en partenariat avec le Théâtre de la Colline à Paris. On vous a mis ici plusieurs liens qui vous permettront, disons, de comprendre un petit peu les ressorts, les intentions, les objectifs des animateurs de cet atelier, et puis aussi le travail concret qu'ont réalisé les élèves qui ont écrit 3 scènes, donc
inspiré de la commune, avec donc des personnages. Donc il y a tout un travail de création qui fait le lien entre la réalité historique et donc l'art dramatique. Alors pour nous, c'est particulièrement important, vous le savez, puisque le collectif d'Aja, qui est né il y a une douzaine d'années, s'est d'emblée inscrit dans cette perspective, considérant que le théâtre, ou disons le spectacle vivant plus généralement, pouvait être un vecteur extrêmement important de transmission de connaissances, moi je préférerais dire de transmission d'une intelligibilité du monde, et c'est d'ailleurs ce pourquoi je me suis engagé moi-même dans un de mes ouvrages qui s'appelle Théâtre, histoire et politique, où j'ai montré que Brecht, la réflexion du grand dramaturge qu'était Bertolt Brecht, eh bien, était beaucoup axée sur cette notion-là, visant à combiner la réflexion, la raison et l'émotion. Et cette perspective, eh bien, c'est ce qu'il appelait lui-même un art théâtral qui était orienté aussi vers un idéal didactique. Et ce mot didactique, qui est parfois méprisé ou dévalorisé, en fait, il faut lui redonner toute sa noblesse, vous voyez, au sens brechtien du terme, parce que c'est à la fois un terme qui évoque une manière de créer, une manière d'inventer. Donc on est là dans le domaine de l'art, mais aussi une manière de faire progresser l'intelligence collective, la réflexion et aussi évidemment l'éducation civique au sens fort, et c'est fait partie des objectifs que notre association s'est donné. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis au mois prochain. Et l'émission de la fin août sera consacrée au massacre des Italiens qui a eu lieu le 17 août 1893. À bientôt. Eh bien, maintenant, comme chaque mois, nous allons passer à notre rubrique livres et initiatives, toujours dans l'esprit donc de valoriser ce qui relève de l'histoire populaire. Et là, aujourd'hui, évidemment, on a privilégié des écrits concernant l'histoire des épidémies, notamment de la peste. Alors, exceptionnellement, je vais commencer par un article, l'article de Fleur Beauvieux, puisque nous nous sommes beaucoup servi de sa thèse, que cette thèse n'est pas publiée. Eh bien, on vous renvoie à l'article publié dans le magazine L'Histoire, qui s'appelle Marseille en quarantaine, la peste de 1720. Donc c'est le numéro de mai 2020, où vous trouverez en concentré les différents aspects de cette épidémie.
Je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous dire quelques mots sur une autre histoire populaire, l'histoire populaire de Bretagne. Et oui, finalement, l'histoire populaire, vous voyez, eh bien, se développe aujourd'hui dans différentes villes, différentes régions de France. Et donc, je voulais saluer l'initiative de plusieurs de mes collègues, Alain Croix, Thierry Guidet, Gwenaël Guillaume et Didier Guivarch, qui ont publié donc cette magnifique histoire populaire de la Bretagne, dans laquelle il y a une partie qui est consacrée aux épidémies de peste qui ont ravagé la région entre 1560 et 1640. Et c'est un peu un mystère, pourquoi la peste a-t-elle disparu ou fortement régressé à partir de 1640, question qui est posée dans le livre, mais ce qui est important, c'est justement cette période, ce siècle, vous voyez, milieu du XVIe, milieu du XVIIe, où la peste régnait de façon endémique, surtout dans les milieux populaires, parce qu'elle était aggravée par la sous-alimentation. Et ce qui est intéressant, j'ai trouvé en lisant cet ouvrage, c'est le parallélisme qu'on peut faire avec ce qu'on vous a présenté tout à l'heure à propos de Marseille, c'est-à-dire que les inégalités sociales, les riches qui fuient la ville, qui fuit les hôpitaux où on a rassemblé les pauvres, les mesures qui sont prises un peu bizarres, comme par exemple chasser le mauvais air en faisant de grands feux, les réactions aussi des dominants qui, constatant que leur vie peut être aussi en danger, eh bien, tout à coup trouvent de l'argent magique, on pourrait dire, notamment les magistrats de la ville de Rennes, qui vont consacrer 85% du budget de l'année pour lutter contre l'épidémie en 1626-1627. Donc on retrouve, vous voyez, là un certain nombre d'éléments communs entre la peste de Marseille de 1720 et ces épisodes antérieurs de peste qui concernaient surtout le XVIIe siècle et qui permettent donc d'élargir un petit peu la problématique au-delà du cas marseillais et provençal. Alors, maintenant, je voudrais aussi aborder un ouvrage qui s'est efforcé de faire le lien entre les épidémies historiques depuis le Moyen-Âge et l'épidémie récente du Covid-19. C'est un livre publié par Sofiane Boudiba, qui est un démographe tunisien très réputé. Et donc, son livre s'appelle « Covid-19, le retour de la peste ». Il a été publié chez l'Harmattan. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre encore là le côté répétitif des épidémies. J'ai tenté de l'expliquer en vous disant, bah oui, il y a une rupture du lien social. Le lien social, c'est fondamental dans toutes les sociétés humaines. Donc, c'est pas étonnant que quand il y a une rupture du lien social, on puisse retrouver des réflexes comparables. Alors, point commun dans les modes de transmission du virus ou des miasmes, point commun dans les stratégies adoptées de fermeture, d'enfermement, de quarantaine, et aussi dans les réactions de la population qui peuvent être contrastées, voire contradictoires. Un point important de cet ouvrage, c'est que l'auteur le dédie au docteur Li Wenliang. Vous savez, vous vous souvenez peut-être, ce jeune médecin chinois de l'hôpital central de Wuhan, là où a débuté l'épidémie, et qui avait été le premier à tirer la sonnette d'alarme en soulignant l'ampleur et la gravité de cette épidémie, et qu'il a payé finalement de sa vie, puisque lui-même en est mort. Voilà, c'est un ouvrage, je trouve, intéressant, qui s'inscrit un peu dans la perspective qu'on a essayé nous-mêmes de développer, de montrer le lien entre le passé et le présent, mais aussi les différences. Et pour terminer cette rubrique livre, eh bien, je voudrais dire quand même un mot d'un roman, du roman d'Albert Camus, qui s'appelle La peste, mondialement connu, vous le savez, qui a été écrit entre 1942 et 1946. Et évidemment, la conjoncture, le contexte n'est pas indifférent. Et je renvoie tous ceux qui aujourd'hui comparent le pass sanitaire à l'étoile jaune, je les renvoie à ce roman, parce que c'est un roman de la résistance contre les nazis qui avaient imposé l'étoile jaune aux Juifs. Donc Camus dit d'ailleurs dans sa correspondance qu'il s'est documenté aussi historiquement, à la fois sur le plan historique et médical, sur la peste. Et donc il nous décrit un épisode de la peste
qui s'est passé à Oran, donc il situe son action à Oran, et on voit comme ça donc les effets de la peste, et notamment cette question de l'enfermement. Donc l'enfermement, la privation de liberté, et comment se comportent les différents individus face à ce fléau. Et évidemment, le mot peste ici n'est pas innocent, puisque, et il le dira d'ailleurs lui-même dans les commentaires par la suite, eh bien, ça évoque ce qu'on appelait à l'époque la peste brune. La peste brune, eh bien évidemment, c'est le nazisme. Donc il y a un roman qui connaîtra une très grande célébrité et qui contribuera au fait que Albert Camus obtienne le prix Nobel en 1957. Et donc je crois que ce n'est pas inutile de relire ce document avec en perspective ce problème enfermement-liberté. Voilà. Pour terminer, comme on le fait aussi chaque mois, je voudrais évoquer une initiative qui a été prise par des enseignants d'histoire-géographie. Vous voyez, comme on l'avait fait l'année dernière, le mois dernier à propos d'Amiens. Là, il s'agit d'une initiative prise par Cédric Morin, qui est professeur d'histoire-géographie au lycée Condorcet à Saint-Maur-des-Fossés, qui a travaillé avec un auteur dramatique qui s'appelle Mario Battista pour organiser un atelier d'écriture sur la Commune de Paris, dont nous avons parlé au mois de mai, avec des élèves de première. Et cette initiative a été prise en partenariat avec le Théâtre de la Colline à Paris. On vous a mis ici plusieurs liens qui vous permettront, disons, de comprendre un petit peu les ressorts, les intentions, les objectifs des animateurs de cet atelier, et puis aussi le travail concret qu'ont réalisé les élèves qui ont écrit 3 scènes, donc inspirées de la commune, avec donc des personnages. Donc il y a tout un travail de création qui fait le lien entre la réalité historique et donc l'art dramatique. Alors pour nous, c'est particulièrement important, vous le savez, puisque le collectif d'Aja, qui est né il y a une douzaine d'années, s'est d'emblée inscrit dans cette perspective, considérant que le théâtre, ou disons le spectacle vivant plus généralement, pouvait être un vecteur extrêmement important de transmission de connaissances, moi je préférerais dire de transmission d'une intelligibilité du monde, et c'est d'ailleurs ce pourquoi je me suis engagé moi-même dans un de mes ouvrages qui s'appelle Théâtre, histoire et politique, où j'ai montré que Brecht, la réflexion du grand dramaturge qu'était Bertolt Brecht, eh bien, était beaucoup axée sur cette notion-là, visant à combiner la réflexion, la raison et l'émotion. Et cette perspective, eh bien, c'est ce qu'il appelait lui-même un art théâtral qui était orienté aussi vers un idéal didactique. Et ce mot didactique, qui est parfois méprisé ou dévalorisé, en fait, il faut lui redonner toute sa noblesse, vous voyez, au sens brechtien du terme, parce que c'est à la fois un terme qui évoque une manière de créer, une manière d'inventer. Donc on est là dans le domaine de l'art, mais aussi une manière de faire progresser l'intelligence collective, la réflexion et aussi évidemment l'éducation civique au sens fort, et c'est fait partie des objectifs que notre association s'est donné. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis au mois prochain. Et l'émission de la fin août sera consacrée au massacre des Italiens qui a eu lieu le 17 août 1893. À bientôt.